Fin avril début mai 1943, dans une oliveraie près de Tunis, en Tunisie, en Afrique du Nord, les unités de reconnaissance alliées ont découvert ce que les officiers du renseignement appelleraient plus tard la manne de renseignement la plus précieuse de la campagne nord-africaine. Tiger 712 abandoned, intact, functional. L'énorme char lourd allemand restait silencieux au milieu des oliviers. Son canon de 88 mm immobile. L'équipage avait pris la fuite sans détruire son véhicule. Aucune accusation de démolition n'a été déposée. Dans le chaos d'un effondrement militaire total, les Allemands avaient laissé leur arme la plus redoutée aux Alliés afin qu'ils puissent la capturer en entier. Ce que l'on apprendrait de ce monstre d'acier de 60 tonnes s'avérerait plus précieux que la destruction d'une douzaine de tigres au combat. Le char révélerait non seulement l'excellence de l'ingénierie allemande, mais aussi une faiblesse stratégique critique qui rendait vulnérable même l'arme la plus puissante sur le champ de bataille. Non pas à cause d'un blindage inadéquat ou d'une puissance de feu insuffisante, mais à cause d'un appétit massif pour le carburant, il a défié les opérations militaires durables au cours de campagnes prolongées. La campagne nord-africaine s'est terminée par un désastre complet pour les forces de l'Axe. Entre le 7 et le 13 mai 1943, environ 230 000 soldats allemands et italiens se rendirent en Tunisie. Les Afrika Korps dans leur ensemble ont cessé d'exister en tant que force de combat. Parmi les unités rendues se trouvaient des survivants du bataillon Luftpanzer 501, l'une des principales formations blindées allemandes équipées de chars Tigres. Les Tigres étaient arrivés en Tunisie fin novembre 1942. 3 Tigres du bataillon Heavy Panzer 501 atteignirent Tunis le 23 novembre 1942, marquant les débuts au combat des chars lourds allemands en Afrique du Nord. D'autres Tigres sont arrivés en décembre et janvier, augmentant finalement l'effectif du bataillon à 20 véhicules opérationnels. La réputation du Tigre a précédé son arrivée en Tunisie. Les forces soviétiques sur le front de la place avaient rencontré ces mastodontes en janvier 1943, près de Leningrad. Les rapports de l'armée rouge décrivaient des véhicules capables de détruire les chars moyens T-34 à des distances supérieures à 2000 m. Les Tigres montèrent le fameux canon de 88 mm dérivé de l'arme antiaérienne efficace allemande convertie à des fins anti-chars. Ce canon pouvait pénétrer le blindage frontal de n'importe quel char allié à des distances où la riposte restait impossible. Les forces américaines ont reçu pour la première fois des rapports de renseignement sur les chars super lourds allemands début février 1943 par l'intermédiaire de sources britanniques. Les descriptions semblaient exagérées aux soldats habitués à affronter les chars moyens Panzer III et Panzer IV. Les résumés des renseignements décrivaient un char pesant plus de 55 tonnes avec un blindage frontal de 100 mm d'épaisseur et un canon principal capable de détruire les chars alliés à des distances supérieures à 2 km. De nombreux pétroliers américains ont rejeté ces informations, les qualifiant d'exagération ou de propagande britannique. La réalité a dépassé les avertissements des services de renseignement. Le 14 février 1943, les forces allemandes lancent l'opération Fueling Wind, frappant les positions américaines au col de Phi, dans le centre de la Tunisie. Des éléments de la 21e division Panza, renforcés par les Tigres du bataillon lourd Panzer 501, ont attaqué le commandement de combat A de la 1re division blindée des États-Unis. La bataille de construction de la ville les 14 et 15 février a démontré de manière décisive la supériorité du Tigre. Le combat commande C de la 1re division blindée attaque le 15 février avec 52 chars moyens Sherman. Les forces allemandes avaient positionné des canons anti-chars dans une embuscade classique avec le soutien des Tigres à plus longue portée. Au moment du retrait du combat commande C, 46 des 52 chars Sherman avaient été détruits ou désactivés. L'analyse d'après-bataille a révélé des informations cruciales sur la menace Tigre. Une enquête sur le champ de bataille menée 3 semaines après l'engagement a cartographié les chars américains détruits et déterminé quelles armes les avaient tués. Remarquablement, un seul Sherman avait été touché par un obus de 88 mm, provenant soit d'un Tigre, soit de canons anti-chars de 88 mm remorqués. La plupart des chars américains sont tombés au canon de 50 mm des Panzer III ou au canon de 75 mm des Panzer IV. L'enquête a démontré que les Tigres étaient relativement peu nombreux, mais que leur impact psychologique dépassait de loin leur présence réelle sur le champ de bataille. La bataille de Kasarine Pass, qui débuta le 19 février 1943, initia les forces terrestres américaines à des combats à grande échelle contre des blindés allemands expérimentés. Les Tigres participèrent à l'offensive, mais en nombre limité. Les chars Sherman américains équipés de canons de 75 mm devaient se rapprocher à moins de 300 mètres pour toute possibilité de pénétrer le blindage Tigre depuis les flancs ou l'arrière. Les Tigres pouvaient engager efficacement une attaque frontale à partir de 2000 mètres en toute impunité. L'impact psychologique sur les équipages de chars américains s'est avéré grave. Les médecins de l'armée ont documenté ce qu'ils ont appelé la phobie du Tigre chez les pétroliers qui avaient rencontré les chars lourds allemands.
Le simple rapport de tigres dans une zone opérationnelle amènerait les unités américaines à demander un appui aérien et une préparation d'artillerie avant d'avancer. Cet effet psychologique a multiplié la valeur tactique du Tigre bien au-delà de ses effectifs réels. En mars 1943, du matériel de formation devait être développé spécifiquement pour répondre à tes phobies des Tigres parmi les unités blindées américaines. Les résumés des services de renseignement soulignaient que les Tigres apparaissaient en nombre très limité, qu'ils possédaient des vulnérabilités et que des tactiques appropriées pouvaient neutraliser leurs avantages. Cependant, le matériel de formation ne pouvait offrir que peu de conseils tactiques aux équipages de Sherman confrontés aux Tigres en combat direct, au-delà du conseil insatisfaisant de faire appel à l'artillerie ou à un soutien aérien. Les dernières semaines de la campagne tunisienne, en avril et début mai 1940, 3 d'entre elles révélèrent une vulnérabilité différente du Tigre. Les pannes mécaniques, les pénuries de pièces de rechange et les problèmes d'approvisionnement en carburant ont immobilisé plus de Tigres que l'action alliée n'en a détruit. Le bataillon lourd Panza 501 était arrivé en Tunisie avec 20 Tigres et 16 chars de soutien Panza III. Fin avril, seule une poignée restait opérationnelle. Les autres furent abandonnés ou détruits par leurs propres équipages alors que les forces allemandes s'effondraient. Le journal de guerre du bataillon, capturé par les forces britanniques et partagé plus tard avec les services de renseignement américains, documentait la détérioration de la situation semaine après semaine. Les entrées de décembre 1942 montraient 20 Tigres opérationnels à leur arrivée. Au 28 décembre, seuls 14 restaient opérationnels, dont 8 en panne pour réparation mécanique. Les pièces de rechange se sont avérées indisponibles. L'approvisionnement en carburant était irrégulier et insuffisant pour des opérations soutenues. Au 30 janvier 1943, seuls 11 Tigres restaient opérationnels. Le journal notait que les pénuries de carburant devenaient critiques, chaque Tigre nécessitant un approvisionnement continu en carburant, lubrifiant et pièces de rechange que la logistique allemande en Afrique du Nord ne pouvait pas fournir de manière cohérente. Les entrées de mars ont signalé que seulement 6 Tigres étaient opérationnels, les autres étant dus à des pannes mécaniques ou à des pénuries de carburant. Les demandes de moteurs de rechange ont été refusées, le quartier général signalant qu'aucun moteur n'était disponible sur le théâtre. L'entrée du 20 avril a capturé le désespoir. Les offensives alliées traversaient toutes les positions allemandes. Les ordres sont venus de battre en retraite, mais les réserves de carburant n'étaient suffisantes que pour des mouvements limités. De nombreux Tigres devraient être abandonnés. Les équipes de démolition ont été débordées et ont tenté de détruire une grande partie du matériel. Certains véhicules tomberaient inévitablement intacts entre les mains de l'ennemi. Le Tiger 712 n'a jamais reçu d'accusation de démolition. Son équipage, confronté à la pression écrasante des Alliés et désespérément à court de carburant, a abandonné le véhicule dans une oliveraie près de Tunis. On ne sait pas s'ils s'attendaient à la démolition et aux équipes qui y parviendraient ou s'ils ont simplement fui pour survivre. Le chaos d'un effondrement militaire total a laissé nombre de ces questions sans réponse. Lieutenant su du 104e atelier de chars. Les Royal Electrical and Mechanical Engineers ont documenté la découverte du Tiger 712 le 9 juin 1943. Son rapport indiquait que le char était fonctionnel et intact dans une oliveraie aux côtés d'autres véhicules allemands abandonnés, dont au moins 2 autres Tigres et un Panza III. Le bosquet semblait avoir servi d'atelier de terrain avec le capot moteur d'un Tigre retiré. La démolition avait complètement détruit un Tigre, mais le Tigre 712 est resté intact. Cette découverte a électrisé les communautés du renseignement allié. Colonel George B. Jarrett, chef de la branche des matières étrangères à Aberdeen Proving Ground dans le Maryland, a reçu une notification indiquant que les forces américaines avaient récupéré un Tigre intact. Cela représentait une opportunité de renseignement sans précédent. Pendant des mois, les forces alliées ont combattu les Tigres sans pleinement comprendre leurs capacités ou leurs limites. Ils en possédaient désormais un pour examiner, mesurer, tester et analyser en détail. L'opération de récupération elle-même a démontré la taille et le poids extraordinaire du Tigre. Le Tiger 712 pesait 56,9 tonnes en configuration de combat. Les véhicules américains de dépannage de chars M31 ont été conçus pour récupérer les chars Sherman de 30 tonnes. Le déplacement du Tigre a nécessité la collaboration de plusieurs véhicules de dépannage, ainsi que de bulldozers et d'équipements lourds spécialisés. Le convoi transportant le Tigre 712 du site de capture à Tunisport se déplaçait principalement de nuit pour éviter toute attention restante de la Luftwaffe. Mais en mai 1943, la puissance aérienne allemande sur la Tunisie avait effectivement cessé d'exister. Les ingénieurs ont dû évaluer la capacité portante de chaque pont. Certaines routes ne pouvaient pas supporter le poids combiné du Tigre et de sa remorque de transport. Le trajet, qui durait normalement 4 heures, prenait 3 jours. À Tunisport, le chargement du Tigre à bord du navire a présenté un autre défi technique.
Le poids combiné du réservoir et du berceau d'expédition dépassait 65 tonnes, nécessitant des grues de levage lourdes d'une capacité de 70 tonnes ou plus. Les ingénieurs portuaires ont localisé l'équipement approprié et ont chargé le Tiger 712 à bord du Liberty Ship SS Samuel P. Bush pour la traversée de l'Atlantique. Le voyage a duré environ 3 semaines, le navire arrivant à Norfolk, en Virginie, début juillet 1943. De Norfolk, le Tiger 712 a voyagé à bord d'un wagon à plateau renforcé spécial jusqu'à Aberdeen Proving Ground dans le Maryland, où il est arrivé à la mi-juillet 1943. Aberdeen Proving Ground a servi de première installation d'essai et d'évaluation de l'armée américaine pour les munitions et les véhicules blindés. Les ingénieurs et les officiers du renseignement AVB, je me suis préparé pendant des mois, étudiant des manuels techniques allemands capturés, traduisant des documents d'exploitation et compilant des rapports de renseignement sur le champ de bataille. Le général de brigade Gladian M. Barnes, chef de la recherche et du développement pour l'ordonnance de l'armée, a envoyé des instructions explicites aux équipes de test d'Aberdeen. Le Tigre capturé représentait une opportunité sans précédent d'évaluer en détail le char ennemi le plus dangereux. Les tests seraient complets et couvriraient la protection du blindage, l'efficacité de l'armement, la fiabilité mécanique, les caractéristiques de mobilité et les exigences logistiques critiques, notamment la consommation de carburant et la portée opérationnelle. L'inspection initiale a révélé une ingénierie allemande sophistiquée. Le Tiger utilisait des agencements de roues entrelacés avec une suspension à barre de torsion, offrant une répartition supérieure du poids et des performances tout-terrain. La transmission Maybach-Olvar comportait 8 vitesses avant et 4 vitesses arrière, permettant au Tigre de se déplacer aussi rapidement en arrière qu'en avant, une caractéristique utile pour les chars combattants défensivement. Le célèbre canon KWK-36L, 56 de 88 mm, pouvait tirer des obus perforants à des vitesses initiales supérieures à 900 mètres par seconde avec une précision exceptionnelle. La protection blindée du Tigre a impressionné les ingénieurs américains. Le blindage frontal de la coque mesurait 100 mm d'épaisseur, le blindage frontal de la tourelle également de 100 mm et le masque du canon variant de 120 à 200 mm. Les plaques à trous latéraux avaient une épaisseur de 60 mm avec un blindage de superstructure latérale de 80 mm. Cette protection blindée rendait le Tigre effectivement invulnérable à la plupart des armes anti-chars alliées lorsqu'il était engagé frontalement. Mais les ingénieurs d'Aberdeen ont remarqué quelque chose dans les spécifications techniques allemandes qui exigeaient une attention immédiate. Les chiffres de capacité et de consommation de carburant ont soulevé de sérieuses questions quant à la durabilité opérationnelle du Tigre. Le réservoir contenait 532 litres de carburant, soit environ 140 gallons américains, répartis dans 4 réservoirs de carburant situés dans les compartiments arrière. Le moteur cylindrique Maybach HL23012 produisait 690 chevaux. Une puissance importante, mais à peine suffisante pour le poids de 56,9 tonnes du Tigre. Les documents d'exploitation allemands capturés avec le char précisaient une portée opérationnelle de 195 km sur des routes dans des conditions idéales, soit environ 121 000. L'autonomie hors route était de 110 km, soit environ 68 000. Ces chiffres ont immédiatement préoccupé les ingénieurs américains familiers avec les champs d'action opérationnels du Sherman. Même en tenant compte du poids plus important du Tigre, la portée opérationnelle semblait remarquablement courte. Le programme d'essai à Aberdeen s'est déroulé de juillet 1943 à janvier 1944. 6 mois d'évaluation intensive couvrant tous les aspects des performances du Tigre. Les tests de consommation de carburant ont reçu la plus haute priorité car ils affectaient directement les capacités opérationnelles. La doctrine militaire américaine mettait l'accent sur la guerre mobile, exigeant que les unités blindées opèrent profondément en territoire ennemi, parfois à des centaines de kilomètres des bases de ravitaillement. Un char avec une portée opérationnelle limitée posait de graves limitations stratégiques, quelle que soit sa supériorité tactique. Des tests sur route goudronnée à vitesse de croisière constante ont confirmé les spécifications allemandes. Le Tiger 712 consommait environ 195 litres au 100 km sur route, ce qui équivaut à environ 1,2 gallons par mile. Cela donnait une autonomie maximale théorique d'environ 117 000 avec une capacité de carburant totale de 140 gallons, ce qui correspond étroitement aux revendications allemandes de 121 000. Cependant, les tests effectués à travers tout le pays ont révélé une consommation de carburant considérablement inférieure. Le parcours en terrain accidenté d'Aberdeen comprenait des collines, de la boue, du sable, des passages d'eau et des obstacles simulant des conditions de combat. Les essais effectués sur des parcours de 32 mètres avec des changements de vitesse fréquents ont consommé 132 gallons, ne laissant que 8 gallons restants de la charge initiale de 140 gallons. Cela représentait une consommation de carburant de 125 gallons par mile, réduisant la portée opérationnelle à environ 34 mètres dans des conditions réalistes de cross-country.
Les tests de simulation de combat ont produit des données encore plus alarmantes. Lorsque les équipes d'essai ont effectué des tâches de combat réalistes, notamment des accélérations et décélérations rapides, des changements de direction fréquents, des opérations de traversée de la tourelle, des périodes d'inactivité prolongées, une simulation d'observation et une utilisation intensive de la radio, la consommation de carburant a atteint 1 gallon par mile. Dans ces conditions de combat intenses, la portée opérationnelle est tombée à environ 23 000 avant l'épuisement du carburant. Les résultats des tests dressent un tableau stratégique dévastateur. Le char Tigre, bien que extrêmement performant en combat direct, ne pouvait pas soutenir des opérations mobiles prolongées. Son énorme appétit en carburant exigeait un réapprovisionnement continu en quantité qui mettrait à rude épreuve tout système logistique. Dans des conditions de combat, un bataillon de Tigres aurait besoin d'énormes livraisons de carburant simplement pour rester mobile. Les ingénieurs d'Abedin ont calculé la charge logistique. Chaque Tigre participant à des opérations de combat actives nécessitait environ 1500 à 2000 gallons de carburant par semaine. Un bataillon de 20 Tigres avait besoin de 30 000 à 40 000 gallons par semaine rien que pour les Tigres eux-mêmes, sans compter les véhicules de soutien, les half-track, les camions, les véhicules de reconnaissance et autres équipements essentiels aux opérations du bataillon. À titre de comparaison, les renseignements américains compilent des besoins en carburant pour les unités équipées de Sherman. Un bataillon de chars américains typique doté de 53 chars Sherman avait besoin d'environ 65 000 gallons par semaine, y compris tous les véhicules du bataillon. Les bataillons de chars lourds allemands, composés de seulement 20 Tigres, avaient besoin de presque autant de carburant pour moins de la moitié du nombre de chars. Lorsque les besoins en véhicules de soutien étaient inclus, les bataillons de chars lourds allemands consommaient en fait plus de carburant que les bataillons de chars moyens américains, bien qu'ils disposaient de moins de 40% de chars. Le colonel Barnes a compilé les données des tests d'Abedin dans des rapports de renseignement classifiés distribués à tous les commandements blindés de l'armée en octobre 1943. Les rapports soulignaient que les chars Tigres possédaient de formidables capacités de combat, y compris une protection blindée, supérieure à tous les chars alliés et un armement principal efficace au-delà de 2000 m. Cependant, une vulnérabilité critique avait été identifiée. La consommation de carburant limitait la portée opérationnelle à environ 120 000 dans des conditions routières idéales, réduite à 30 à 40 000 dans des conditions de combat réalistes. La logistique allemande doit assurer un approvisionnement continu en carburant, sinon les Tigres seraient immobilisés. Les Tigres immobilisés ne peuvent pas combattre. Les rapports recommandaient des stratégies pour interdire les conduites d'approvisionnement en carburant ennemi comme méthodes efficaces pour neutraliser les menaces des Tigres. Les agents du renseignement ont croisé les données d'Abedin avec les documents d'approvisionnement allemands capturés, révélant l'ampleur du cauchemar logistique de l'Allemagne dans le maintien des opérations Tigre. L'analyse a montré que la logistique allemande en 1943 et 1944 pouvait à peine répondre aux besoins en carburant du Tigre, même dans des conditions favorables. La puissance aérienne alliée détruisant systématiquement les lignes de ravitaillement allemandes, les pénuries de carburant compromettraient inévitablement l'efficacité du Tigre. La consommation de carburant du Tigre expliquait les mystérieux schémas opérationnels que les services de renseignement alliés avaient observés tout au long de 1943. Les bataillons de chars lourds allemands opéraient rarement à plus de 30 à 40 km des bases de ravitaillement établies. Les Tigres évitaient les mouvements prolongés lorsque cela était possible. Ils adoptaient souvent des positions défensives statiques plutôt que de poursuivre les ennemis vaincus. Il ne s'agissait pas simplement d'une préférence tactique, mais d'une nécessité logistique imposée par une portée opérationnelle limitée. Les journaux de guerre des unités allemandes capturées sur plusieurs fronts ont confirmé l'analyse. Le journal de guerre du lourd SS Panzer Bataillon 101 de Normandie, à l'été 1944, documentait des pénuries récurrentes de carburant. L'entrée du 8 juillet rapportait d'excellents résultats de combat avec 16 chars Sherman et 3 chars Cromwell détruits pour la perte d'un Tigre suite à une panne mécanique. Cependant, les réserves de carburant étaient épuisées après 4 heures de combat. Le bataillon resta immobile, attendant les camions-citernes pendant que les forces alliées se retiraient. La poursuite était impossible en raison du manque de carburant. L'entrée du 20 juillet a signalé une réduction de l'allocation de carburant de 40% avec des ordres d'économie stricte de carburant. Les Tigres étaient limités aux positions défensives uniquement, sans aucune opération offensive autorisée jusqu'à ce que la situation du carburant s'améliore. L'article déplorait que les meilleurs chars d'Europe restent inutilisés faute de carburant. Le 6 août, Entry signalait l'abandon de 3 Tigres lors du retrait de la poche du Falais. Tous étaient mécaniquement fonctionnels, mais avaient des réservoirs de carburant vides et aucun carburant disponible pour le mouvement. Des charges de démolition ont été placées, mais les équipages ne savaient pas si la détonation avait réussi. Équipages évacués à pied. Les services de renseignement britanniques ont partagé des documents capturés montrant des schémas identiques sur d'autres fronts.
Les archives du bataillon Heavy Panza 503 d'Italie montraient des tigres immobilisés à plusieurs reprises par des pénuries de carburant. Les archives Viking de la 5e division SS Panza du front de l'Est racontaient la même histoire d'efficacité au combat paralysé par l'incapacité de maintenir les approvisionnements en carburant. Partout où les tigres opéraient, les pénuries de carburant limitaient leur efficacité. Les renseignements américains ont distribué des conseils tactiques basés sur les découvertes d'Abdin à toutes les unités de combat en novembre 1943. Les conseils indiquaient que lorsqu'elles rencontraient des tigres, les unités devaient éviter un engagement frontal direct lorsque cela était possible. Manœuvrer plus tôt pour forcer les tigres à se repositionner. Chaque kilomètre parcouru par un tigre consomme d'importantes réserves de carburant. Les manœuvres prolongées épuisent rapidement les réserves de carburant du tigre. Les tigres immobilisés peuvent être contournés ou détruits avec l'artillerie et l'appui aérien plutôt que de risquer un engagement direct des chars. Les films de formation produits à la fin de 1943 incorporaient des résultats sur la consommation de carburant. Un film intitulé « Comprendre les chars lourds allemands » expliquait clairement que le char Tigre consommait environ 3 à 6 gallons de carburant par mile en fonction du terrain et de la situation tactique. Les chars Sherman consommaient moins d'1 gallon par mile dans la plupart des conditions. Cela signifiait que les chars américains pouvaient manœuvrer 5 à 6 fois plus loin avec un carburant équivalent. Les équipages ont reçu pour instruction d'utiliser leur avantage de mobilité en obligeant les Tigres à poursuivre les formations américaines, en brûlant le rare carburant allemand, puis en frappant lorsque les Tigres ne pouvaient plus manœuvrer efficacement. La campagne de Normandie de l'été 1944 a validé l'analyse d'Abedin. Alors que les forces alliées quittaient leur position de tête de plage en juillet et août, germent les unités blindées se sont retrouvées incapables de mener des opérations mobiles. Les bataillons lourds Panza, équipés de Tigres et de Panthers, étaient immobilisés non pas à cause des dégâts de combat, mais à cause des réservoirs de carburant vides. Les divisions blindées américaines ont avancé de 130 000 en 7 jours lors de la percée. Les Tigres ne pouvaient pas suivre ce rythme opérationnel même avec des réservoirs de carburant pleins. Leur portée de combat réelle de 30 à 40 000 signifiait qu'ils pouvaient à peine se repositionner entre des positions défensives, et encore moins mener des opérations mobiles sur le champ de bataille. La libération de la France en août et septembre 1944 a fourni des preuves matérielles accablantes des problèmes de carburant du Tigre. Les unités de reconnaissance trouvèrent des dizaines de Tigres et de Panthers abandonnés le long des routes de retraite allemandes. La plupart n'ont montré aucun dommage de combat significatif. Tous avaient des réservoirs de carburant vides. Les équipages allemands avaient détruit tous les véhicules qu'ils pouvaient, mais manquaient souvent même du carburant nécessaire pour procéder à des démolitions appropriées. Les réservoirs opérationnels ont été tout simplement abandonnés lorsque le carburant s'est épuisé. L'offensive d'Ardan en décembre 1944 révéla de manière catastrophique la crise du carburant. Les forces allemandes ont lancé leur dernière grande offensive occidentale avec un rationnement strict du carburant. Chaque division Panza a reçu du carburant calculé pour un déplacement d'environ 150 km avec des plans opérationnels supposant la capture des décharges de carburant alliées pour le réapprovisionnement. Le plan a complètement échoué. Les forces américaines ont tenu ou détruit des dépôts de carburant et des blindés allemands immobilisés à travers la Belgique alors que le carburant manquait. Le groupe de Camp Piper, fer de lance de la 6e offensive de l'armée Panzer, avançait de 60 km avant que l'épuisement du carburant n'arrête tout mouvement. Le groupement tactique comprenait des Tigres de la 1re division SS Panza. Les soldats de Stumont et de Less ont signalé des Tigres jonchant le bord des routes, immobilisés par des réservoirs de carburant vides plutôt que par des dégâts de combat. Le major Aldé Mako, un officier américain capturé par le camp Groupe Piper, qui s'est ensuite échappé, a déclaré que les officiers allemands avaient discuté ouvertement de la situation en matière de carburant. Ils avaient désespérément besoin de capturer les décharges de carburant américaines. Lorsque les forces américaines occupèrent les décharges, l'offensive allemande s'effondra. Macao a vu des équipages de Tigres siphonner frénétiquement le carburant des véhicules en panne, essayant de faire bouger au moins certains Tigres. La crise du carburant était totale et absolue. Les archives allemandes recueillies après la guerre ont révélé que les pénuries de carburant ont dominé la planification opérationnelle allemande à partir de 1943. Chaque Tiger a consommé environ 300 000 gallons de carburant au cours de sa durée de vie moyenne. Cette même quantité de carburant aurait pu alimenter 7 chars Panther ou 18 chars Panza IV. L'Allemagne avait choisi une puissance de feu concentrée plutôt qu'une capacité distribuée et en a payé le prix stratégique en paralysant ses opérations lorsque les approvisionnements en carburant ont diminué. L'évaluation finale américaine, préparée par ordonnance militaire en mars 1945, concluait définitivement que le char lourd Tigre I représentait une conception exceptionnelle pour les performances de combat individuelles, mais un échec catastrophique en termes de durabilité logistique. Consommation de carburant d'environ 1,2 gallons par mile sur les routes,
passant de 3 à 6 gallons par mile dans des conditions de combat, rendait le Tigre opérationnellement insoutenable lors de campagnes prolongées. L'industrie allemande pourrait produire ces chars. L'armée allemande pouvait les équiper de pétroliers qualifiés, mais la logistique allemande ne pouvait pas les ravitailler de manière adéquate, en particulier en raison de l'interdiction aérienne constante des lignes de ravitaillement par les Alliés. Après la guerre, les forces alliées ont interrogé les concepteurs et ingénieurs de chars allemands capturés. Les ingénieurs de Henschel qui ont développé le Tigre ont admis que des problèmes de consommation de carburant avaient été soulevés lors de la phase de conception, mais qu'ils avaient été rejetés par les exigences militaires en matière de protection blindée et de puissance de feu maximale. Irwin Ader, ingénieur principal chez Enel, a déclaré aux interrogateurs alliés en mai 1945 que les ingénieurs avaient calculé pendant la phase de conception que la consommation de carburant du Tigre limiterait l'autonomie opérationnelle à environ 120 km sur route, soit nettement moins en conditions de combat. Cela a été rapporté aux responsables des achats des véhicules qui ont reconnu la limitation mais ont insisté sur le fait que la supériorité de combat du Tigre permettrait des victoires décisives rapides avant que le carburant ne devienne un facteur limitant critique. L'histoire leur a prouvé le contraire. Ferdinand Porsche, dont le modèle Tiger concurrent a été rejeté en faveur de la version Henschel, a fourni un témoignage expliquant que les deux modèles concurrents souffraient d'une consommation de carburant excessive. Sa conception utilisait un entraînement électrique à essence qui était encore moins économe en carburant que la transmission mécanique de Henschel. Les ingénieurs savaient qu'aucun char lourd pesant entre 55 et 60 tonnes ne pouvait atteindre une économie de carburant acceptable avec la technologie disponible en 1942. Mais les dirigeants militaires exigeaient le blindage le plus lourd et le canon le plus puissant, quelles que soient les conséquences logistiques. Le résultat fut un char capable de dominer n'importe quelle bataille individuelle, mais ne pouvant pas soutenir les campagnes. La consommation de carburant du Tigre est devenue un exemple pédagogique important dans l'éducation militaire d'après-guerre. Le collège de commandement et d'état-major de l'armée américaine l'a largement utilisé dans les cours de logistique pour illustrer un principe fondamental. Une arme qui elle ne peut pas être soutenue au combat et n'est pas une arme efficace, quelles que soient les performances tactiques. Le char Tigre, malgré sa réputation redoutable et sa véritable supériorité tactique, a finalement prouvé ce principe à travers des milliers d'exemples sur les champs de bataille européens. Une performance tactique supérieure sans durabilité logistique équivaut à un échec stratégique. Le Tiger 712 est resté au Aberdeen Proving Ground comme exposition d'entraînement jusqu'en 1989, servant pendant 46 ans de rappel physique de l'importance de la logistique dans la guerre blindée. Le char qui avait terrorisé les équipages alliés en 1943 est devenu un outil pédagogique enseignant la relation critique entre capacité tactique et durabilité stratégique. Des générations d'officiers blindés américains l'ont étudié, tirant des leçons sur la manière d'équilibrer la puissance de feu, la protection et la mobilité avec une logistique durable. En 1989, le Tiger 712 a été prêté à l'Allemagne pour être restauré et exposé. Il est finalement retourné aux États-Unis et réside actuellement à Fort Moore, en Géorgie, anciennement Fort Benning, dans le cadre de la collection d'armures et de cavalerie de l'armée américaine. Le côté gauche de la coque et de la tourelle reste ouvert à des fins pédagogiques, révélant les composants internes aux étudiants. Il s'agit à la fois d'un monument et d'un outil pédagogique représentant l'excellence de l'ingénierie allemande qui a ignoré les contraintes de durabilité opérationnelle. La capture et les essais du Tiger 712 ont fourni des renseignements qui ont fondamentalement façonné les tactiques des chars alliés pour le reste de la Seconde Guerre mondiale. Les équipages de chars américains apprirent que le redoutable Tigre possédait une vulnérabilité plus importante que toute faiblesse de son système de blindage. Il consommait du carburant à des taux qui rendaient impossibles les opérations mobiles soutenues face à l'interdiction aérienne alliée et aux attaques systématiques contre les lignes de ravitaillement allemandes. Comprendre cette vulnérabilité a permis aux forces alliées de développer des contre-tactiques efficaces qui neutralisent les avantages du Tigre sans nécessiter un blindage ou une puissance de feu équivalente. Comprendre la consommation de carburant des Tigres a influencé la conception des chars américains pendant des décennies après la guerre. Le char breveté M48 développé dans les années 1950 atteint une économie de carburant supérieure à 1 mile par gallon malgré un poids de 47 tonnes et l'installation d'un puissant canon de 90 mm. Les ingénieurs américains se sont rappelés que la mobilité dépend fondamentalement de l'efficacité énergétique et que l'efficacité énergétique exige des choix techniques disciplinés équilibrant de multiples exigences concurrentes. Les leçons tirées du Tiger 712 ont permis de garantir que la portée opérationnelle reste un paramètre de conception critique pour tous les véhicules blindés américains ultérieurs. Les chars de combat principaux modernes perpétuent l'héritage consistant à équilibrer la puissance de feu, la protection et la mobilité avec une logistique durable. Le réservoir M1 Abrams, introduit en 1980, transporte plus de 500 gallons de carburant et atteint environ 6 mètres par gallon, permettant une portée opérationnelle supérieure à 300 mètres sur route.
Bien qu'il s'agisse d'un véhicule de 70 tonnes propulsé par une turbine à gaz, l'Abrams conserve une portée opérationnelle suffisante pour les frappes profondes et les opérations mobiles. Les concepteurs veillent à ce que même les chars les plus puissants puissent tenir la distance opérationnellement. Une leçon tirée en partie du Tiger 712. L'histoire du Tiger 712 enseigne une leçon durable sur la technologie militaire. Des armes supérieures nécessitent une logistique durable pour obtenir un effet stratégique. Le char le plus puissant du monde devient inutile une fois immobilisé, en attendant des camions-citernes qui n'arrivent jamais. L'ingénierie allemande a créé un chef-d'œuvre tactique avec le Tigre. La logistique allemande ne pouvait pas la soutenir dans des opérations prolongées contre des ennemis qui contrôlaient les airs et détruisaient systématiquement les infrastructures d'approvisionnement. Les forces alliées ont exploité cette vulnérabilité de manière impitoyable et efficace. L'évaluation finale appartient au colonel George B. Jarrett, qui a supervisé l'évaluation de tous les équipements allemands capturés pendant et après la guerre. Rédigée en juin 1945, son évaluation récapitulative reflète 3 années de tests et d'analyse. Le char allemand Tigre a réalisé tout ce que ses concepteurs avaient promis sur le plan tactique. Il offrait une protection blindée supérieure, une puissance de feu dévastatrice à longue portée et une excellente protection de l'équipage. Mais elle a échoué stratégiquement parce qu'elle a violé un principe militaire fondamental. Tout système d'armes doit être durable dans le cadre d'opérations de combat prolongées. La consommation de carburant du Tigre, sa complexité mécanique et ses exigences logistiques extraordinaires l'ont finalement rendu insoutenable dans une guerre prolongée. L'Allemagne a construit une armée autour d'armes qu'elle ne pouvait pas soutenir adéquatement sur le plan logistique. Le Tigre illustre parfaitement cet échec. Une capacité tactique brillante ne peut pas surmonter une logistique stratégique inadéquate. Le Tigre a prouvé cette vérité dans des milliers de carcasses incendiées et abandonnées disséminées à travers l'Europe, de la Tunisie à Berlin. Le Tiger 712 se trouve aujourd'hui dans un entrepôt climatisé à Fort Moore, en Géorgie. Son canon de 88 mm reste silencieux pour toujours. Le moteur Maybach, qui consommait voracement du carburant, ne fonctionnera plus jamais. Mais les leçons enseignées continuent de résonner dans chaque école de blindés, dans chaque cours de logistique, dans chaque état-major. F. Collège étudiant la guerre mécanisée moderne. Les principes sont intemporels et universels. Le char qui terrorisa les équipages alliés en 1943 devint le modèle qui façonna la doctrine blindée moderne, non pas grâce à ses atouts considérables, mais grâce à sa plus grande faiblesse. Le Tigre pouvait dominer n'importe quel champ de bataille grâce à une puissance de feu et une protection supérieure. Mais il ne pouvait pas atteindre des champs de bataille éloignés, ne pouvait pas soutenir des opérations prolongées loin des bases de ravitaillement et ne pouvait pas survivre à la famine systématique de carburant que la puissance aérienne et le ciblage logistique allié infligeaient aux forces allemandes. Un char qui parcourt seulement 120 000 avec un réservoir plein de carburant dans des conditions idéales, réduit à 30 000 dans des conditions de combat, ne peut pas gagner des guerres sur des continents entiers. L'Allemagne a appris cette leçon grâce à des milliers de Tigres abandonnés, de l'Afrique du Nord à la Normandie, en passant par les Ardennes et Berlin. L'Amérique l'a appris grâce aux tests systématiques du Tiger 712 et a construit une force blindée qui donnait la priorité à la durabilité opérationnelle aux côtés de la capacité de combat. Dans la guerre mécanisée, le camp qui peut soutenir les opérations sur la distance et dans le temps gagne. Le Tigre a oublié cette règle fondamentale. L'histoire n'a jamais pardonné cet oubli. La capture et les essais du Tiger 712 ont permis aux forces alliées de comprendre parfaitement que la puissance de feu ne signifie rien sans carburant pour atteindre le champ de bataille. La protection blindée ne signifie rien sans la mobilité permettant d'exploiter le succès tactique. Le meilleur char du monde ne signifie rien sans l'infrastructure logistique nécessaire pour le soutenir lors de campagnes prolongées en territoire hostile sous l'attaque aérienne de l'ennemi. Le Tiger 712 est aujourd'hui à la fois un monument et un enseignant. Monument à l'ambition de l'ingénierie allemande qui a dépassé la réalité logistique et la durabilité stratégique. Enseignant du principe éternel selon lequel la guerre nécessite une ingénierie de système durable, et pas seulement des armes supérieures. L'arme la plus puissante devient une sculpture immobile et coûteuse lorsqu'elle ne peut pas passer à la bataille suivante. Le char Tigre a prouvé cette leçon de manière définitive et répétée sur les champs de bataille européens. Les Américains qui l'ont capturé et testé ont pleinement appris cette leçon et l'ont intégrée à leur doctrine. Les forces blindées modernes se souviennent constamment de cette leçon. La bête d'acier de 60 tonnes qui terrorisait autrefois les champs de bataille enseigne désormais tranquillement dans un musée de Géorgie. Sa plus grande contribution à l'histoire militaire ne réside pas dans les chars ennemis qu'elle a détruits au combat, mais dans la compréhension qu'elle a permis de comprendre la relation essentielle entre l'excellence tactique et la durabilité stratégique. C'est dans ce paradoxe que réside toute l'histoire du Tigre 712. Le char le plus dangereux au monde, finalement vaincu non pas par des armes ennemies supérieures,
mais par son propre appétit insatiable de carburant que la logistique allemande n'a jamais pu satisfaire de manière adéquate.